ils peuvent réagir par le chat, hein, par Oui, la vous pouvez réagir conversation. par le chat, je vais vous suivre. Oh, Divine dit qu'elle entend, il n'y a pas d'image. Oh, vous n'avez pas besoin des images. Alors, je repartage encore l'écran. Comme ça, on recommence à zéro parce que vous n'avez rien suivi. Voilà. Alors, je vais reprendre. Mais il faut que certaines personnes enlèvent leur vidéo. Hein, c'est pour faciliter la bande passante. Voilà, je vais recommencer par ici. Donc, je disais que voici des plans de cours en deux parties. La première partie est consacrée aux relations commerciales internationales avec 4 chapitres. Et la deuxième partie est consacrée aux relations macroéconomiques et monétaires internationales avec 3 chapitres. Nous allons commencer par une introduction. Et je vous ai dit que cette séance est enregistrée et que je vais mettre cela sur ma chaîne YouTube et je vais partager dans le chat les liens pour s'abonner à la chaîne YouTube. Alors, en guise d'introduction, nous parlons de la globalisation, ou si vous voulez bien, de la mondialisation. Et j'ai signalé que de nos jours, il y a beaucoup d'interdépendances économiques qui prennent un caractère complexe entre les différentes nations, les pays modernes. Et que lorsque nous considérons un pays déterminé, l'interdépendance avec les restes du monde est caractérisée par les mouvements des capitaux, les mouvements des biens, les mouvements des services, les mouvements des technologies. Et ici, il s'agit bien sûr des partenaires commerciaux d'un pays bien déterminé. Et cette interdépendance des économies, comme j'avais dit, résulte un peu en des résultats déséquilibrés, dans le sens que tous les pays du monde ne bénéficient pas de la même manière de ces interdépendances entre les pays. Alors, ainsi, à cause de ces interdépendances, si un pays mène une politique économique quelconque au niveau domestique, alors cette politique-là a des effets qui sont ressentis à des degrés différents dans les autres économies du monde. Mais tout cela définit en fait les caractéristiques d'une économie globalisée. Nous sommes dans une économie globalisée. Alors ainsi, parlant de la globalisation, de l'économie globalisée, on va parler d'abord de la globalisation des activités économiques. Et nous allons également parler de comment mesurer l'ouverture économique ou l'ouverture commerciale, l'importance même de la globalisation. Et on va également parler de certaines critiques qui sont adressées à la globalisation des économies et des activités économiques. Mais étant donné aussi l'actualité, nous allons parler de l'effet de crise, notamment la crise économique et la crise sanitaire, sur la globalisation ou les échanges internationaux. Alors, il faut retenir concernant la globalisation des activités économiques, il s'agit d'un processus d'interdépendance. Et cette interdépendance va en augmentant de plus en plus. Donc, c'est une interdépendance accrue plutôt entre les pays et leurs citoyens. Et cette interdépendance implique des flux commerciaux ou des flux internationaux qui vont de plus en plus en augmentant en termes des biens et services, en termes de la circulation des citoyens, des peuples, en termes d'investissement, que ce soit l'investissement en équipement, en action ou en obligation. Alors, mais je disais qu'au-delà de cet aspect économique, la globalisation est aussi politique, elle est aussi technologique et elle est aussi culturelle. Donc, quand on regarde la globalisation, on ne se limite pas seulement à la sphère économique, et la globalisation a aussi d'autres dimensions, notamment politiques, technologiques et culturelles. Il y a des facteurs qui stimulent ces échanges, qui stimulent l'interdépendance entre les différents pays. Il s'agit, selon l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce, des avancées technologiques. Et les avancées technologiques stimulent les échanges, les interdépendances entre les peuples, entre les nations, à travers la diminution des coûts de transport et de communication, et aussi par la disponibilité d'une gamme variée de production. Deuxième facteur, c'est la libéralisation continuelle des échanges internationaux.
Il y a toujours des accords, il y a toutes des possibilités qu'on entrevoit pour améliorer la circulation des biens et services et améliorer la libéralisation des échanges internationaux. Ensuite, nous avons les niveaux bas des barrières. Les barrières commerciaux qui vont de plus en plus en diminuant contribuent ou stimulent également les échanges ou la globalisation des activités économiques. Et à cela, il faut ajouter la libéralisation financière. Alors, mais comment peut-on ou comment est-ce qu'on mesure l'importance des échanges internationaux entre un pays et le reste du monde? Alors, pour ça, il y a une mesure qu'on appelle l'ouverture commerciale. Et l'ouverture commerciale, c'est les ratios entre la somme des importations et des exportations sur le PIB d'un pays et exprimer cela en pourcentage. Donc, lorsque nous parlons des importations, la somme des importations et des exportations, il s'agit en fait du volume d'activité commerciale pour un pays. Et on divise cela, on voit quelle est la proportion de ces volumes de commerce en termes du PIB national. Alors, mais il faut reconnaître que cette mesure nous permet en fait de tirer un certain nombre de conclusions, notamment la différence entre les pays, ce qu'on appelle les grands pays et les petits pays. Alors, quand on parle d'un grand pays et petit pays, il ne faut pas voir la surface, la superficie du pays. Il faut voir la grandeur du marché, la dimension de ces marchés, la taille de son marché. Alors, les grands pays ou les grandes nations ont tendance à être moins dépendantes du commerce international parce que, bien sûr, pour ces pays-là, la plupart des entreprises qui appartiennent à ces pays peuvent atteindre une taille de production optimale sans nécessairement ou sans toutefois recourir aux exportations des pays étrangers ou des économies étrangères. Mais au contraire, les petits pays ont tendance à être trop dépendants des échanges internationaux. Alors, mais toutefois, lorsqu'on constate qu'il y a une diminution de la dépendance au commerce international, cela peut être motivé par d'autres raisons, notamment des raisons sécuritaires. Des raisons sécuritaires où lorsqu'un pays se décide de protéger son industrie, l'industrie domestique, cela peut conduire à une diminution du volume des échanges internationaux, parce que dans ces cas-là, un pays voudra bien réduire l'entrée des biens étrangers pour protéger ce secteur domestique des importations. Alors, un exemple ici de l'ouverture, des calculs de l'ouverture commerciale. Nous avons un certain nombre de pays ici, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Canada, l'Angleterre, la Chine, le Japon et les États-Unis. Alors, la deuxième colonne ici vous donne les pourcentages des exportations dans les PIB de chaque pays. Et la troisième colonne vous donne les pourcentages des importations. Et la dernière colonne vous donne la somme. Donc, somme des importations plus exportations divisées par le PIB. Alors, vous remarquerez, par exemple, un pays comme les Pays-Bas a un coefficient ou bien l'ouverture commerciale, c'est 155%. Donc, 155% de son PIB. Donc, les importations et les exportations représentent 155% de son PIB. Mais un pays comme les États-Unis, vous voyez, bien sûr, c'est 28%. Alors, quand j'ai fait ces commentaires en disant que les grands pays tendent à être moins dépendants. On peut voir cela à partir de ces données. Et ces tableaux classent les pays selon leur degré de dépendance par rapport aux échanges, au commerce international, bien sûr, en ordre décroissant. Alors, ici, dans ces graphiques, je vous donne l'évolution des exportations et des importations pour la RDC depuis 1994 jusqu'à 2019. Alors, vous remarquez ici, en jaune, nous avons les exportations, donc les pourcentages des exportations dans les PIB, et en bleu, c'est les pourcentages des importations dans les PIB, et en gris,
la courbe en gris, c'est en fait l'ouverture commerciale. Alors, comme vous pouvez remarquer ici, on voit bien que dans les années entre 2000, de 2000 à 2002, l'ouverture économique a assumé des valeurs faibles, notamment en 2000, c'était 27%, et en 2001, 20%, et en 2002, 29,3%. C'est une période où l'ouverture commerciale a été très faible par rapport, disons, dans l'histoire récente de la RDC. Alors, à partir de 2002, il y a eu une augmentation en fait de l'ouverture commerciale jusqu'en 2010, où cette mesure a atteint son degré le plus élevé de 90,7% en 2010. Et puis après 2010, vous voyez qu'il y a eu une baisse de l'ouverture commerciale jusqu'en 2019, bien que les niveaux atteints pendant cette période sont au-dessus du niveau atteint en 2009, en 2006 plutôt. Alors, ça c'est une façon de mesurer la dépendance d'une économie par rapport au commerce international. Alors, cela nous a mis tout droit à parler de l'importance de la globalisation des activités économiques. Alors, premièrement, il faut retenir qu'avec la globalisation, les citoyens d'un pays, nous, les citoyens congolais par exemple, peuvent acheter les biens qui ne sont pas produits au pays, donc domestiquement, à travers les échanges internationaux. Et il en est de même aussi des individus, les firmes, les régions ou les pays peuvent se spécialiser dans la production des biens pour lesquels ils sont plus performants. C'est ça le principe dans les échanges internationaux. Si vous devez exporter un bien, ça doit être les biens dans lesquels vous êtes performant. Produire et exporter les biens pour lesquels vous êtes performant. Et dans l'entretemps, les pays peuvent utiliser les ressources issues des exportations pour acheter les biens dans lesquels le pays n'est pas performant. Ce sont les avantages ou l'importance de la globalisation. Mais il y a également la concurrence qui résulte des échanges internationaux est aussi importante parce que cela permet d'arriver à l'innovation et à l'efficience dans la production. Mais toutefois, il faut retenir que la globalisation peut rendre l'économie domestique vulnérable au choc extérieur ou au choc externe. C'est que nous vivons souvent pour les pays qui dépendent de la production des matières ou de l'exportation des matières premières. Et lorsqu'il y a un déséquilibre ou une baisse des cours des matières premières, cela affecte considérablement l'économie. Donc, la globalisation des activités économiques peut avoir des effets, peut rendre une économie vulnérable. Alors, mais parlant de la globalisation ou du commerce international, il y a quelques arguments qui circulent, mais qui sont erronés en ce qui concerne les commerces internationaux. Premièrement, il y a une opinion qui tend à considérer le commerce international comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, c'est une activité dans laquelle, lorsque un pays gagne, les autres pays perdent. Alors, cela n'est pas vrai, hein, parce que donc, je vous présente l'argument et son contre-argument. Donc, les contre-arguments contre cette vision, c'est que lorsqu'un pays produit des biens pour lesquels il est efficient, cela augmente en fait l'output et constitue plus d'opportunités de consommation pour chaque partenaire commercial. Donc, cela ne rend pas un pays, ne fait pas qu'un pays soit bénéficiaire et que l'autre ne puisse rien bénéficier. Donc, la spécialisation qui découle du commerce international augmente l'output mondial. Et cela constitue plus d'opportunités pour les consommateurs. Le deuxième argument qui est erroné est le suivant, c'est que les importations induisent l'emploi, réduisent plutôt l'emploi et agissent comme un frein à l'économie, alors que les exportations favorisent la croissance et l'emploi. Donc là, l'opinion dit, ou l'argument dit que alors mieux vaut les exportations que les importations, parce que les importations réduisent l'emploi pour les travailleurs domestiques, alors que les exportations favorisent la croissance et l'emploi. Alors, ce qu'il faut considérer comme un contre-argument est les suivants. Quand vous considérez les liens
qui existe entre les importations d'une part et les exportations d'autre part, alors vous allez vous rendre compte en fait que la perte d'emplois dans les secteurs d'importation peut être compensée par la création d'emplois et l'augmentation de la production dans les secteurs d'exportation. Mais il faut aussi faire attention à ce niveau-là parce qu'il suffira alors que la création d'emplois dans les secteurs d'exportation puisse compenser plus que proportionnellement la perte d'emplois dans les secteurs des importations. Alors, cet argument-là reste un peu alors, l'autre argument qui est considéré comme erroné sur le commerce international, c'est que les quotas et autres restrictions des importations résultent en une création d'emplois pour les travailleurs domestiques. Si on protège l'économie contre les importations, cela va créer l'emploi pour les travailleurs domestiques. Alors, le contre-argument est le suivant, c'est que la diminution d'importation, ce n'est pas un phénomène isolé. Si on empêche aux biens produits à l'étranger d'entrer dans l'économie, cela n'est pas un fait isolé. Pourquoi? Parce que les restrictions sur l'importation réduisent la capacité des partenaires commerciaux à obtenir la monnaie nationale pour acheter les produits domestiques. En effet, comme vous voyez, que la production des biens pour l'exportation crée les emplois et les revenus pour les travailleurs domestiques. Donc voilà un peu quelques arguments sur le commerce international, mais qui ne sont pas très corrects. Mais même s'il y a des avantages pour les commerces internationaux, pour les échanges internationaux, cela ne va pas sans critique. Hein. J'en ai trois ici. La première critique, c'est que la globalisation des activités économiques profite aux grandes corporations plutôt qu'aux citoyens moyens de n'importe quel pays. Donc, c'est ceux qui profitent de l'ouverture commerciale, ceux qui profitent de la globalisation, ce ne sont pas vraiment les citoyens, mais plutôt les grandes entreprises, les multinationales, les grandes corporations qui sont impliquées dans les commerces internationaux. Deuxièmement, deuxième critique, c'est que les organisations qui s'occupent du commerce international, notamment l'OMC, prennent des décisions non démocratiques qui enfreignent même la souveraineté nationale des pays membres en ce qui concerne la régulation de l'environnement. C'est cette critique que les organisations qui s'occupent du commerce ne mettent pas beaucoup d'accent sur la régulation de l'environnement. Et troisièmement, les commerces libres encouragent une concurrence déloyale de la part des pays qui n'ont pas des normes de travail. Alors, ce sont les trois, parmi les critiques, trois critiques que j'ai retenues sur la globalisation de l'économie. Bien que c'est une activité qui est bénéfique, comme on va le voir tout à l'heure, pour tous les partenaires commerciaux, mais il y a quand même des critiques à ce sujet. Maintenant, la globalisation, c'est une activité dynamique. La globalisation des activités économiques est dynamique. Alors, ce qui fait que lorsqu'il y a des crises financières ou lorsqu'il y a des crises sanitaires, comme c'est le cas de la COVID-19, cela affecte la globalisation des activités économiques. Alors, si je vais illustrer les cas concernant la crise financière de 2007, je crois que vous êtes bien informé qu'en 2007, il y a eu une crise financière qui a décollé, qui commençait depuis les États-Unis avec la crise de subprime. Je crois que vous êtes informé. Alors maintenant, on va voir dans quelle mesure cette crise financière a affecté les échanges internationaux. En considérant d'abord la situation avant la crise, jusqu'en 2006, et la situation après la crise, pour apprécier la mesure dans laquelle les activités économiques ou l'ouverture économique ou les volumes des échanges internationaux a été affecté. Alors, avant la crise, il faut retenir que le taux de croissance du commerce mondial des marchandises a été 2 fois supérieur à la croissance annuelle de la production. Et cela entre la période allant de 2000 à 2008. Mais quand nous sommes arrivés en 2006, les volumes du commerce mondial avaient augmenté de 8,5% et le PIB mondial, là on parle du PIB mondial, le PIB mondial avait un taux de croissance de 3,5.
Mais qu'est-ce qui avait expliqué cela? Parmi les raisons, parmi plusieurs raisons, il y avait eu d'abord l'augmentation d'environ 7% des exportations européennes par rapport à l'année 2005. Et aussi la hausse des exportations des États-Unis et de la Chine. Et pendant cette période, les exportations de la Chine avaient augmenté de 22% et celles des États-Unis, en termes réels, avaient augmenté de 11%. Et à la même période, en 2006, il y a eu une demande soutenue, une demande mondiale soutenue des marchandises. Alors, ces trois facteurs figurent parmi les facteurs qui avaient permis à ce que le commerce mondial puisse croître et voir également les PIB mondial qui avaient. Alors, après ça, après 2007, quand nous arrivons en 2007, l'année où où la crise financière a commencé, il y a eu un ralentissement du commerce mondial. Avec la croissance des exportations était de 6% en termes réels. Et la croissance annuelle du PIB mondial était de 3,4%. Et qu'est-ce qu'il y a eu pendant cette période? Il y a eu une décélération de la demande d'importation aux États-Unis, en Europe et au Japon, à cause de la crise financière de 2007. Ce qui avait commencé en 2007 vers décembre, jusqu'en 2009 vers juin. Voilà. Alors, mais pendant cette période-là, au niveau des pays en développement, les commerces des services avaient augmenté et atteignant une valeur de 18%. Sur le plan mondial, déjà, on a vu, en termes de croissance des exportations, il y a eu une diminution. Mais quand nous arrivons au quatrième trimestre de 2008, c'est pratiquement une année après le début de la crise, il y a eu des perturbations importantes des échanges comparativement à l'année 2007. Et en 2009, au premier trimestre, il y a eu un repli net très important des exportations des marchandises dans chaque région du monde. Donc, il y a quelqu'un qui lève la main, Babouélé? Non, je ne fais pas hasard parce que là, son micro est d'ailleurs. Donc, là, c'est juste pour vous montrer que la mondialisation, la globalisation des activités économiques peut faire face à des difficultés, peut être affectée par des crises économiques et des crises financières. Je vois 4 personnes qui ont levé la main. Babouélé, Diakese, Corneille, mais vos micros sont éteints. Alors, maintenant, parlons de l'effet de la pandémie de la COVID-19 sur les commerces. Alors, ce qu'il faut retenir, ce sont des prédictions de l'OMC concernant les volumes des affaires, concernant les échanges internationaux. Premièrement, il faut retenir qu'il y a une prévision que les commerces mondiaux des marchandises en volume devraient augmenter de 8% en 2021, hein, après avoir baissé, bien sûr, de 5,3% en 2022, moins que les niveaux qui étaient prévus, projetés en fait. Deuxièmement, la croissance des échanges ralentira probablement à 4% en 2022 et les volumes total du commerce restant inférieurs à la tendance d'avant la pandémie. Donc, vous voyez que la pandémie de la COVID-19 a eu un effet sur les échanges internationaux. La première réaction lorsque la pandémie s'est déclarée, c'est un peu un comportement autarcique où chaque pays voulait s'occuper de ses propres citoyens. Donc, par exemple, les pays européens ne parlaient plus presque les mêmes langages. Chaque pays voulait protéger sa propre population. Donc, nous sommes arrivés, on a frisé un peu, on a frôlé l'autarcie dans les comportements des pays. Alors, on prévoit également que les commerces, comme une autre effet, c'est que les commerces des marchandises en dollars nominaux a baissé de 7% en 2020 suite à la COVID, hein, tandis que les exportations des services commerciaux ont régressé. Donc, vous voyez que ces chocs sanitaires ont eu un impact important sur les échanges internationaux. Et puis,
Toujours en 2020, la chute des prix du pétrole a entraîné une contraction, donc une diminution de 35% du commerce des combustibles. L'épidémie, la pandémie a eu des effets importants sur les volumes des échanges. L'année de même, toujours en 2022, les services relatifs au voyage ont plongé, ont diminué de 63%. Et la projection est que ce niveau-là ne devrait pas se redresser entièrement avant la fin de la pandémie. Donc, nous parlons des échanges internationaux, mais ces échanges peuvent être affectés par des chocs extérieurs. Voilà. Je ne sais pas, je vois 4 mains qui sont levées. Je ne sais pas si vous avez des questions, mais là, vos micros sont muets. Donc, je vois, il y en a déjà 6 participants qui ont levé la main, mais je ne sais pas vous entendre. Si vous parlez, je ne vous entends pas parce que vos micros sont muets. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, nous continuons avec le premier chapitre. Là, nous sommes déjà à la première partie de ce cours où nous parlons des relations commerciales internationales. Et nous voulons comprendre d'abord quelles sont les sources du commerce international. Très important. Et nous allons commencer par 3 questions. On va chercher à répondre à 3 questions essentielles. Donc, à la fin de ces chapitres, vous devez être chacun en mesure de répondre à ces 3 questions. La première question est de savoir quelle est la base du commerce international. La deuxième, à quel terme à quel terme d'échange les biens sont-ils échangés sur les marchés internationaux? Et la troisième question, quels sont les gains obtenus du commerce international en termes de production et en termes de consommation? D'autres termes, on se pose la question, quels sont les avantages? On va d'abord comprendre les sources, comment les biens sont échangés sur les marchés internationaux et quels sont les avantages qu'on tire du commerce international en ce qui concerne la production et la consommation. Alors, nous commençons d'abord par la manière, à parler de la manière dont la théorie de l'échange international a évolué historiquement. Alors, la théorie de l'échange international, ce n'est pas un hasard. Au contraire, ce n'est pas le fruit du hasard, je peux dire, mais au contraire, c'est les produits de l'évolution de la pensée économique, en partant depuis les mercantilistes jusqu'aux économistes classiques, tels que Adam Smith, David Ricardo et John Stuart Mill. Donc, nous allons voir comment est-ce que la pensée, la théorie de l'échange international a évolué historiquement depuis les mercantilistes jusqu'aux classiques. Alors, commençons d'abord par les mercantilistes. Alors, quelle était la question principale à laquelle les économistes mercantilistes voulaient répondre ou tenter de répondre? La question était de savoir comment est-ce qu'une nation peut réguler ses affaires domestiques et extérieures pour promouvoir ses propres intérêts. Comme vous savez bien, les mercantilistes cherchaient l'intérêt du pays seulement, uniquement. Alors la question était de savoir comment est-ce qu'un pays pourrait réguler ses affaires au niveau interne et au niveau international pour promouvoir ses propres intérêts. Alors, selon les mercantilistes, une nation pouvait parvenir à promouvoir ses propres intérêts en ayant un secteur de commerce extérieur fort. Et un secteur de commerce fort était caractérisé par une balance commerciale favorable. Et lorsqu'on parle d'une balance commerciale favorable, il s'agit de la situation où nous avons un surplus des exportations sur les importations. Donc, pour les mercantilistes, il fallait qu'un pays puisse avoir une balance commerciale favorable, ce qui traduisait le fait que le secteur du commerce était fort pour pouvoir atteindre ses propres intérêts. Alors, pourquoi? Quel est le raisonnement derrière tout cela? C'est que lorsqu'il y a une balance commerciale favorable, cela entraîne des paiements nets
qui sont reçus par les pays sous forme d'or et d'argent. Donc, il faut savoir qu'à cette époque-là, la monnaie avait en termes d'or et d'argent. Étant la situation où les exportations sont plus, il y a un surplus d'exportations sur les importations, alors les pays recevaient des paiements nets sous forme d'or et d'argent. Alors, ces revenus-là pouvaient alors être utilisés dans la dépense publique pour augmenter l'output et pour augmenter l'emploi domestique. C'était ça, les raisonnements des mécanismes. Pour promouvoir cette balance commerciale favorable, donc, les gouvernements devaient réguler les échanges. Et comment est-ce que le gouvernement devait réguler les échanges? C'est en imposant des tarifs, en instituant des tarifs, des quotas et d'autres politiques commerciales dont l'objectif était de minimiser les importations pour protéger la position commerciale du pays. C'était ça, la vision des mécanismes. Mais cependant, lorsque Adam Smith vint, il a porté un certain nombre de critiques à l'encontre de la vision mercantiliste des échanges internationaux. Notamment, Adam Smith a fait voir que la politique commerciale mercantiliste ne pouvait fournir des bons résultats ou des avantages à un pays qu'à court terme. Une façon de dire que la balance commerciale favorable n'était possible qu'à court terme. Alors, comment l'explication pour appuyer en fait cette critique était le fait que lorsqu'il y a un flux important d'or et d'argent, parce que l'or et l'argent constituaient en fait la monnaie du pays, alors cela allait augmenter l'offre de monnaie dans les pays qui avaient la balance favorable. Et la monnaie en circulation augmente. Et cela a pour conséquence l'augmentation du niveau général des prix relativement aux prix des partenaires commerciaux de ces pays. Alors, cela rend ainsi les biens de ces pays-là qui a accumulé l'or et l'argent, cela rend les biens un peu plus chers. Et par conséquent, les résidents de ces pays-là vont pouvoir désirer acheter les biens qui sont produits par le reste du monde. Et à l'entretemps, les exportations de ces pays-là auront tendance à diminuer. Et cela entraînait une diminution éventuelle du surplus des exportations sur les importations. Par conséquent, ce n'était qu'à court terme qu'un avantage quelconque pouvait provenir d'une balance commerciale favorable, seulement à court terme, pas à long terme. C'était la critique apportée par Adam Smith. Deuxième critique, la deuxième critique critiquait que la vision mercantiliste était statique. Les mercantilistes avaient une conception statique de l'économie mondiale. Pour eux, la richesse mondiale était fixe. Pourquoi? Leur argument était que lorsqu'un pays gagne à travers l'échange international, les autres pays ou les autres partenaires doivent perdre. C'est comme si la richesse mondiale était fixe. Alors, c'est une critique importante. Pourtant, la richesse mondiale n'est pas fixe, elle est dynamique. Elle n'est pas statique, elle est dynamique. Donc, et les pays, Adam Smith a montré que les pays qui participent aux échanges internationaux peuvent simultanément profiter du commerce international. Alors, ce n'était pas ça l'idée des mécanismes. Alors, une observation importante est la suivante. Bien que cette théorie mercantiliste a été réfutée, notamment par Adam Smith, elle persiste encore de nos jours. Mais cette fois-ci, elle n'est pas formulée en termes de la possession d'or ou d'argent. Elle est formulée en termes de l'emploi. Voilà, en termes d'emploi. Alors aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les néo-mercantilistes et soutiennent que les exportations sont bénéfiques par rapport aux importations dans la mesure où elles résultent en des emplois pour les travailleurs domestiques alors que
les importations sont nuisibles. Parce qu'en fait, les importations essaient de soustraire l'emploi aux travailleurs domestiques. Alors, il y a eu, même si cela a été d'une certaine façon considéré comme une vision erronée du commerce international, mais ça reste une vérité qu'il faut que la perte du travail, plutôt d'emploi qui est générée par les importations puisse compenser de manière plus que puisse être compensée de manière plus que proportionnelle par les emplois créés dans le secteur des exportations. Aujourd'hui, les néo-mercantilistes soutiennent l'idée que les importations enfreignent en fait l'emploi domestique. Par conséquent, en termes d'implication, pour les mercantilistes, c'est que un pays doit gagner alors que l'autre doit perdre. Ça, c'est toujours dans les implications de la théorie mercantiliste de l'échange. Alors, après 20, Adam Smith, mais Adam Smith est venu avec ce qu'on appelle les principes des avantages absolus. Il faut expliquer que chaque pays qui participe au commerce international trouve son compte, des avantages. Mais là-dedans, il parle aussi de la spécialisation. Quelles sont les conditions sous lesquelles les pays doivent se spécialiser dans la production en ce qui concerne le commerce international? Alors, pour lui, pour Adam Smith, l'échange libre promeut la division internationale du travail. Et son explication, son principe de l'analyse de l'avantage absolu est basé sur un certain nombre d'hypothèses. La première dit que l'économie mondiale est caractérisée par deux pays et deux biens. C'est pour énoncer là. Et il y a cette hypothèse-là pour énoncer le principe. Et puis, c'est la différence des coûts qui gouverne les mouvements internationaux des biens. Nous avons parlé qu'il y a interdépendance entre les pays qui est caractérisée par le mouvement des biens, le mouvement des capitaux, le mouvement des biens, des citoyens. Mais en ce qui concerne la production, c'est la différence des coûts entre les pays dans la production des biens qui gouverne les mouvements internationaux des biens. Troisième hypothèse, la productivité des facteurs de production est le facteur, excusez-moi pour le facteur déterminant du coût de production. Donc, c'est la productivité des facteurs de production qui détermine les coûts de production. Et on va ainsi, pour trouver l'avantage à un pays, on regarde à ses coûts de production, à la productivité. Et la productivité des facteurs de production est basée sur les avantages naturels et les avantages acquis. Donc, dans la spécialisation, dans la considération des facteurs de production et la spécialisation des différents pays, on regarde aux avantages naturels et aux avantages acquis. En d'autres termes, les avantages absolus sont déterminés par les avantages naturels et les avantages acquis. Lorsqu'on parle des avantages naturels, de quoi s'agit-il? Il s'agit des avantages liés au climat, au sol, à la richesse minérale. Ça détermine les avantages naturels d'un pays. Comme on dit, et la RDC, c'est un scandale idéologique. Ce sont des avantages naturels du pays. Et ces avantages naturels peuvent déterminer la direction des échanges internationaux. Mais en dehors des échanges, plutôt des avantages naturels, il y a des avantages acquis. Donc, ça, ce n'est pas une dotation naturelle, mais plutôt c'est quelque chose que les pays doivent acquérir. Et cela concerne des capacités spéciales et techniques pour produire la technologie. Donc là, ce sont des avantages qui sont acquis et qui sont différents en fait des avantages naturels. Alors, l'autre hypothèse de ces modèles d'Adam Smith est qu'un pays qui utilise moins de main-d'œuvre pour produire une unité d'output en une heure a un avantage absolu en termes de coûts de production pour ces biens-là. C'est très important. Donc, un pays a un avantage absolu pour la production d'un bien si il
il est en mesure d'utiliser moins la main-d'œuvre pour produire une unité de ces biens-là. Quelle est en fait l'idée principale là-dedans? C'est que, étant donné un avantage naturel ou un avantage acquis dans la production d'un bien, une nation peut produire ces biens-là à moindre coût et devenir plus compétitif que ses partenaires commerciaux. Un pays qui a un avantage naturel dans la production d'un bien peut se spécialiser dans la production de ces biens-là parce qu'il peut produire à moindre coût et peut devenir plus compétitif que ses partenaires commerciaux. L'en est de même pour un pays qui a un acquis, un avantage acquis. Alors, les principes de l'avantage absolu dit tout simplement qu'une nation, un pays devrait se spécialiser dans la production et la commercialisation des biens pour lesquels il a un avantage absolu, que nous avons défini là-bas. Et en faisant cela, en se spécialisant de cette façon-là, le monde entier bénéficiera de la spécialisation qui va en fait résulter de ces échanges. Un pays, une nation devrait se spécialiser dans la production et la commercialisation des biens pour lesquels il a un avantage absolu. Il peut provenir des avantages naturels ou des avantages acquis. Alors, ainsi, un pays va importer des biens pour lesquels il a un désavantage absolu. Un bien pour lequel un pays qui a un avantage absolu sur la production d'un bien doit produire et exporter ces biens. Mais si le même pays a un désavantage absolu, c'est-à-dire que ces pays-là utilisent plus de main-d'œuvre pour produire ces biens-là par rapport au reste du monde, alors il serait mieux que les pays en question puissent importer ces biens-là parce qu'il a un désavantage absolu. Alors, une illustration du principe de l'avantage absolu. Nous avons deux pays, pays A, pays B, selon les hypothèses d'Adam Smith, et puis nous avons deux biens, les vins et les étoffes. Alors, les travailleurs du pays A sont en mesure, peuvent produire 10 bouteilles de vin ou 25 mètres d'étoffe par heure. Ce n'est pas de la productivité. Par contre, les travailleurs du pays B peuvent produire 20 bouteilles de vin et 15 mètres d'étoffe. C'est la situation qui se présente. Et cette situation, c'est avant les commerces internationaux, avant la spécialisation. Alors, tel que nous observons, en comparant la productivité pour chaque bien, on se rend compte que le pays A un avantage absolu dans la production d'étoffes. Parce que ces travailleurs produisent en une heure plus d'étoffes, plus de mètres d'étoffes que les travailleurs du pays B. Alors, donc, et lorsque nous regardons également au niveau du vin, c'est là où on remarque que le pays B a un avantage, peut produire plus que les pays A en ce qui concerne les vins. Donc, on peut déjà voir à ce moment-là, en suivant les raisonnements d'Adam Smith, le pays B a un avantage absolu pour la production du vin, alors que le pays A un avantage absolu pour la production d'étoffes. Alors, selon Adam Smith, selon les principes de l'avantage absolu, le pays A doit se spécialiser dans la production et la commercialisation d'étoffes, alors que le pays B doit se spécialiser dans la production et dans l'exportation du vin. Base des avantages absolus. Alors, maintenant, il faut retenir que puisque chaque pays, considérant le monde entier, l'économie internationale, on se rend compte qu'avec la spécialisation, le monde utilise ses ressources de manière efficiente. Bien sûr, à travers la spécialisation. À ce moment-là, l'output mondial va augmenter et ce dernier sera distribué entre les nations à travers le commerce international. Alors ça, c'est vraiment un écart assez considérable par rapport à la conception mercantiliste. Alors, quelques remarques très importantes, c'est que, premièrement, le libre-échange conduit à l'augmentation de l'output mondial. Lorsqu'il y a spécialisation et que le monde utilise de manière efficiente les ressources, cela va contribuer à l'augmentation du PIB mondial
à l'augmentation de l'output mondial et donc de la richesse mondiale. Alors, deuxième remarque, c'est que le libre-échange augmente la compétition sur les marchés domestiques. Et cela réduit le pouvoir de marché des entreprises domestiques en affectant, en diminuant leur capacité à imposer des prix ou à jouer, à jouir d'un pouvoir monopolistique. Alors, la compétition, le commerce international essaye de réduire ou d'augmenter la compétition afin de réduire le pouvoir monopolistique de certaines entreprises domestiques en fournissant bien sûr des services de faible qualité. Donc, les monopoles peuvent fournir des services de moindre qualité domestique. Troisièmement, chaque pays bénéficie du libre-échange en exportant les biens désirés sur les marchés mondiaux et en obtenant ou en important des biens produits moins chers sur les marchés internationaux. Quatrièmement, la richesse d'une nation dépend de cette division du travail. Donc, il y a une division du travail au niveau mondial pour la production des biens et cela affecte la richesse d'une nation qui est bien sûr est limitée par la taille du marché. Cinquièmement, il faut retenir que des pays isolés ou des pays de petite taille ne supportent pas les degrés de spécialisation nécessaires à l'augmentation de la productivité et à la réduction des coûts. Et par conséquent, ces pays-là tendent à être relativement pauvres. Enfin, le libre-échange permet aux pays, spécialement les petits pays, de rendre plus, de prendre plus pleinement avantage de la division du travail, maintenant des niveaux plus élevés de productivité et de revenus réels. Donc, le commerce international ou les échanges, les libres-échanges a des conséquences positives et dans le sens que c'est là tout pays qui contribue, qui participe au commerce international bénéficie et aussi bien au niveau de la production qu'au niveau de la consommation. Alors, ça c'est Adam Smith et les principes des avantages absolus. Puis vient David Ricardo avec les principes des avantages comparatifs. Et pour ces principes également, il y a un nombre, un certain nombre d'hypothèses. Premièrement, comme dans le cas d'Adam Smith, le monde est constitué de deux pays et chaque pays utilise un seul facteur de production pour produire deux biens. Deux pays, deux biens. Et le travail est l'unique facteur de production dans chaque nation. Il n'y a pas les facteurs capital, il n'y a que les facteurs travail. Ce sont les hypothèses de ce et chaque nation a une dotation fixe de main-d'œuvre. Et cette dernière est homogène. Lorsqu'on dit que la main-d'œuvre est homogène, cela veut dire tout simplement que c'est une main-d'œuvre qui a la même qualité. Troisième hypothèse, la main-d'œuvre est mobile entre les industries à l'intérieur d'un même pays, mais pas entre les pays. La main-d'œuvre peut partir d'une industrie à une autre à l'intérieur d'une nation, mais pas entre bouger ou se déplacer d'une nation à une autre. C'est une hypothèse importante. Et il y a aussi l'hypothèse concernant la technologie. La technologie, dans ce cadre, est une technologie qui est fixe pour les deux nations. Par conséquent, différentes nations peuvent utiliser différentes technologies, mais toutes les firmes au sein d'une même nation utilisent une même méthode de production pour chaque. C'est une nuance importante qu'il faut considérer. La cinquième hypothèse de ce modèle de Ricardo est que les coûts de production sont proportionnels à la quantité de main-d'œuvre utilisée et ils ne varient pas avec les niveaux d'entreprise. C'est proportionnel à la quantité de main-d'œuvre. Une hypothèse qui concerne également la concurrence parfaite. Et pour chaque marché, la concurrence parfaite prévaut sur chaque marché dans ce pays. Et autre hypothèse, il y a échange, il y a libre-échange entre les nations. Il n'y a pas de barrières. Il n'y a pas de barrières aux transactions commerciales.
Et les coûts des transports sont nuls. C'est notre hypothèse. Et notre hypothèse dit que dans cette économie qui est décrite par Ricardo, les entreprises maximisent leurs profits en choisissant les activités de production, alors que les consommateurs maximisent leur satisfaction à travers la décision de consommation. Donc, il y a optimisation en ce qui concerne les agents économiques. Autre hypothèse, il n'existe pas d'illusion monétaire. L'économie de Ricardo ici. Donc, les firmes et les entreprises et les consommateurs prennent leurs décisions en tenant compte de tous les prix, du comportement de tous les prix dans l'économie. Et ce commerce est équilibré. En d'autres termes, les exportations payent pour les importations. C'est un commerce équilibré. Un pays doit exporter et utiliser les ressources qui proviennent des exportations pour payer les importations. Ce sont les hypothèses du modèle de Ricardo. Alors, parlons du principe des avantages ou de l'avantage comparatif. Alors, selon Ricardo, le commerce international, d'abord, trouve sa source dans les différences de productivité du travail. Et les pays tendent à exporter les biens pour lesquels leur productivité du travail est relativement élevée. Donc, relativement élevée par rapport aux partenaires commerciaux. Lorsque la productivité du travail est plus élevée pour la production d'un bien par rapport aux partenaires commerciaux, alors ces pays-là vont tendre à exporter. En fait, ce n'est pas très différent ici des hypothèses d'adaptation. Alors, nous avons ici un cas où nous avons toujours des pays A et B, mais Ricardo essaie de nous montrer qu'un pays, même n'ayant pas des avantages absolus dans n'importe quel bien, ce pays-là peut toujours participer au commerce international. Ainsi que cet exemple illustre des cas où les pays A l'avantage comparatif pour tous les biens, pour la production du vin, pour la production des vins. Pour les vins, les travailleurs du pays A peuvent produire 40 bouteilles en 1 heure, alors que ceux du pays B ne peuvent produire que 20. Pour les tissus, vous avez les travailleurs du pays A peuvent produire 40 mètres, alors que ceux du pays B peuvent produire que 10. Alors, en comparant et dans la logique de l'avantage absolu, les pays B n'a aucun avantage absolu. Et le pays A a tous les avantages absolus dans la production des deux biens. Alors, mais par les principes de l'avantage, des avantages comparatifs, on peut regarder et voir que les habitants ou les travailleurs du pays A sont 4 fois plus efficients dans la production d'étoffes. Là, vous prenez 4 divisé par 10, donc ceux du pays A sont plus efficients, 4 fois plus efficients que ceux du pays B, mais néanmoins, les travailleurs du pays B sont 2 fois moins efficients dans la production du vin. C'est là que vient la source même des avantages comparatifs. Donc, on voit ici que le pays a un plus grand avantage absolu dans la production d'étoffes et dans la production des vins, parce que là, c'est 4 fois plus efficient. Mais le pays B a un petit désavantage absolu. Vous voyez, il y a plus grand avantage absolu, plus petit désavantage absolu. C'est là que nous tirons ces principes des avantages comparatifs. Donc, dans la production du vin, les pays B a un petit désavantage par rapport à la production de tissus. Alors, ces cas nous montrent qu'il est possible pour un pays de n'avoir aucun avantage absolu dans la production de quelques biens que ce soit. Mais cependant, il est impossible pour qu'un pays ait un avantage comparatif dans la production de tous les biens et qu'un autre pays n'ait aucun avantage comparatif. Les cas que nous avons montrés, c'est vrai que le pays a l'avantage comparatif et absolu plutôt dans la production de tous les deux biens, mais cependant, ce pays A n'a pas l'avantage comparatif dans tous les biens.
Même si un pays n'a pas l'avantage absolu dans la production de tous les biens, mais néanmoins, il peut avoir un avantage comparatif. Ainsi, un pays ayant un désavantage absolu peut se spécialiser dans la production des biens pour lesquels son désavantage absolu est moindre. C'est le cas du PIB. Le PIB a un désavantage absolu moindre dans la production du vin. Ainsi, ce pays peut se spécialiser dans la production du vin à cause de son désavantage moindre, son désavantage absolu moindre dans la production. Alors, les principes des avantages comparatifs peuvent être illustrés avec un outil qu'on appelle la frontière des possibilités de production. Peut-être que vous avez déjà vu ça quelque part en école, initiation à la microéconomie. Je crois que c'est un outil que vous devez connaître. Alors, on va parler maintenant de la frontière des possibilités de production pour illustrer les concepts de avantages comparatifs. Alors, cette loi de Ricardo est basée d'abord sur une hypothèse restrictive, selon laquelle le travail est l'unique facteur de production. Bien sûr, on peut généraliser à plusieurs facteurs de production. Mais en pratique, le travail, bien sûr, n'est pas le seul facteur de production comme on le sait. Mais ce n'est qu'un facteur parmi tant d'autres. Alors, il y a ainsi une défaillance de la théorie de la valeur du travail. Donc, étant donné cela, la théorie moderne de l'échange donne une théorie plus généralisée. On va expliquer les avantages, les sources du commerce international en utilisant une théorie moderne. Et cette théorie moderne est basée sur la frontière des possibilités de production. Alors, c'est une généralisation. Et cette généralisation, comme je dis, on utilise la frontière des possibilités de production. En fait, qu'est-ce que nous montre la frontière des possibilités de production? Elle est en fait, elle montre les diverses combinaisons alternatives de deux biens, parce que nous sommes dans une hypothèse où il y a deux biens. Elle montre les diverses combinaisons alternatives de deux biens qu'une nation peut produire lorsque tous ces facteurs de travail, tous ces facteurs sont utilisés de la manière la plus efficiente. Là, on ne voit pas seulement les facteurs de travail, mais on voit tous les facteurs de production. Lorsque tous les facteurs de production sont utilisés de manière efficiente dans l'économie, alors cette fonction de possibilité de production nous donne les différentes combinaisons alternatives qu'un pays peut produire de ces deux biens-là. Alors, il faut aussi retenir que cette fonction, la fonction des possibilités de production, illustre les possibilités de production maximales pour un pays. Alors, voici comment se présente cette fonction. Et ici, on va considérer deux cas. Le premier cas, c'est le cas où nous avons une fonction de possibilité de production qui est linéaire et qui correspond en fait au coût d'opportunité constant. Et ensuite, nous allons considérer une fonction avec une courbe ou une fonction non linéaire qui correspond à des coûts d'opportunité croissants. Alors, je vais quand même revenir un peu sur les coûts d'opportunité. Peut-être que vous avez déjà oublié ça. Les coûts d'opportunité représentent ce que nous pouvons sacrifier pour obtenir quelque chose. Ça, en bref, un coût d'opportunité, c'est cela. Qu'est-ce que vous sacrifiez pour obtenir quelque chose? C'est ça, les coûts d'opportunité. Juste un tout petit exemple. Qu'est-ce que vous avez sacrifié pour suivre ce cours maintenant? Ce que vous avez sacrifié là, vous évaluez ça, ça fait le coût d'opportunité de suivre ce cours maintenant. Alors, qu'est-ce que nous avons ici dans ces graphiques? J'explique d'abord, nous avons deux pays. Le premier pays, ce sont les États-Unis. Le deuxième, c'est le Canada. Alors, toutes les possibilités de produire les biens. Et les deux biens, il y a deux biens à produire. Il y a le blé, le wheat, c'est le blé, et les automobiles. Donc, nous avons représenté le blé sur l'axe vertical et les quantités possibles de production d'automobiles sur
l'axe horizontal. Alors, les maximums d'auto que les États-Unis peuvent produire, c'est 120. Nous sommes ici à 120. Je pense que vous voyez bien. Nous sommes à 120 au point B ici. Et les maximums de blé que les pays, que les États-Unis peuvent produire, c'est 60 boisseaux de blé. Alors, maintenant, quand nous relions 60 et 120, nous obtenons une ligne de toutes les possibilités, je dirais, possibles que les productions des deux biens que les États-Unis peuvent produire. Ça, c'est cette ligne ici. Et nous avons également, pour les Canada, les maximums de blé qui peuvent être produits, c'est 160 boisseaux. Les boisseaux, c'est une mesure un peu cylindrique où on mesure les grains. Donc, ça représente à peu près 24 ou 27 kilos. Non, je n'ai pas l'image ici. Et le maximum d'auto que le Canada peut produire, c'est 80. Donc, quand nous relions 60, 160 et 80, nous avons la combinaison nous avons l'ensemble de toutes les combinaisons possibles de biens, donc de blé et d'auto que le Canada peut produire. On reviendra à l'autre ligne dans quelques minutes. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc, la situation, c'est que les États-Unis peuvent produire 60 boisseaux de blé. Donc, un boisseau, comme j'explique, ça pèse pratiquement à 27,21 kg. Donc, on peut produire 60 boisseaux ou 120 véhicules. Et le Canada peut produire 160 boisseaux de blé ou 80 véhicules ou 80 automobiles. Rappelez-vous, on a dit que la fonction de production, de possibilité de production, vous donne la production maximale d'un bien qu'un pays peut produire. Et ça nous donne et quand nous relions ces deux, la production maximale pour chaque bien, on obtient ainsi la fonction de possibilité de production. Alors, les concepts, parce que nous voulons montrer de manière moderne les concepts de l'avantage comparatif. Dans la théorie du commerce international, théorie moderne du commerce international, nous expliquons les concepts d'avantage comparatif à travers la fonction de possibilité de production. Alors, on va s'intéresser ici à la pente de cette fonction. Alors, vous savez, si vous avez encore souvenance, pour calculer la pente d'une droite, comme celle-ci, il faut prendre l'accroissement de ce qui est sur l'axe des Y et diviser par l'accroissement de la variable qui est sur l'axe des X. Alors, la pente de cette fonction, lorsque vous prenez sa valeur absolue, ça définit ce que nous appelons les taux marginal de transformation. Les taux marginaux de transformation mesurent quelles sont les unités qu'il faut abandonner pour un bien, dans la production d'un bien, pour produire une unité additionnelle de l'autre bien. C'est ça, les taux marginaux de transformation. Ici, d'ailleurs, on va parler du taux marginal de transformation du blé en automobile. Donc, en termes de la figure que nous avons vue tout à l'heure, vous avez les taux marginal de transformation mesurent la quantité de blé à sacrifier pour produire chaque automobile additionnelle. Alors, je venais juste de vous expliquer ce qu'on entend par les coûts d'opportunité. Les coûts d'opportunité, c'est quoi? C'est ce que vous abandonnez, ce que vous sacrifiez pour obtenir une autre chose. Alors ici, les taux marginaux de transformation mesurent en fait le coût d'opportunité d'automobile en termes de blé. Nous disons ici que les taux marginaux de transformation mesurent la quantité du blé. Quelle est la quantité de blé qu'il faut abandonner pour produire une automobile additionnelle? Alors, vous regardez concernant les deux pays. Là, je vais reculer un peu. Alors, comment nous allons calculer selon la formule? Nous prenons l'accroissement de blé, c'est de 0 à 60.
Donc, c'est 60 divisé par l'accroissement des autos, c'est de 0 à 20. Là, nous calculons et cela nous donne 0,5. Donc, il faut 0,5 boisseaux de blé, dans cette mesure dont j'ai parlé, il faut sacrifier un demi-boisseau de blé pour produire un véhicule, pour une automobile, selon la description que nous avons ici. Alors, les coûts relatifs de chaque automobile, en fait, ce que ça veut dire, c'est les coûts relatifs de chaque automobile et des 0,5 boisseaux de blé à sacrifier. C'est là où vient l'idée du coût d'opportunité. Mais pour les Canada, les Canada peuvent produire soit 160 boisseaux de blé, soit 80 véhicules. Et le taux marginal de transformation du blé en automobile est égal à 160. Là, nous prenons l'accroissement ici sur la ligne verticale. C'est de 0 à 60, c'est 160 divisé par de 0 à 80, donc divisé par 80, ça nous donne 2. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que le coût relatif de chaque automobile produite au Canada, c'est pas ici, par exemple, est égal à 2 boisseaux de blé à sacrifier. Donc, le pays doit abandonner la production de 2 mesures de blé pour pouvoir produire une automobile. C'est là, bien sûr, j'insiste, qui vient l'idée de coût d'opportunité. Alors, rappelez-vous une des questions que j'ai énoncées avant. La question était de savoir quel est le taux auquel s'échangent les biens. On va d'abord voir comment les biens s'échangent à l'intérieur d'un pays et comment les biens s'échangent lorsque nous considérons l'ouverture commerciale. Alors, le taux marginal de transformation du blé en automobile pour les États-Unis, c'est 1 pour 2. 0,5, c'est 1 pour 2. Okay? 1 pour 2. Et pour les Canadiens, c'est 2 pour 1. 1 pour 2 signifie qu'il faut abandonner abandonner un boisseau de blé pour produire deux automobiles. Ou carrément, nous disons seulement c'est 0,5. Et pour le Canada, c'est 2 pour 1. Donc, prenez 2 divisé par 1. Donc, vous devez sacrifier 2 boisseaux de blé pour produire un véhicule ou une automobile. Donc, ça, c'est le concept même de coût d'opportunité. Alors, en comparant, je reviens un peu ici, lorsque nous comparons les taux ou les coûts d'opportunité de la production d'une automobile, pour les États-Unis, c'est 0,5 et pour le Canada, c'est 2. Donc, on voit clairement ici que les États-Unis doivent se spécialiser dans la production d'automobiles parce que leur coût d'opportunité est faible. Le coût d'opportunité d'une automobile est faible par rapport au coût d'opportunité pour le Canada. Mais par contre, le Canada doit se spécialiser dans la production de blé. Parce que vous prenez l'inverse des 2, ça va vous donner aussi 0,2. Donc, le Canada a un désavantage comparatif, dans la production d'auto, mais un avantage comparatif dans la production du blé. Donc, c'est mieux pour ces pays de se spécialiser dans la production du blé. Alors, lorsque les pays se spécialisent, c'est alors que le commerce international va avoir son sens. C'est alors que le monde entier va bénéficier d'un output plus élevé. C'est alors que le monde entier va profiter des opportunités de consommation plus élevées. Alors, de là, viennent alors les avantages du commerce international, en termes d'abord de la production. Cela conduit à la spécialisation, mais aussi en termes de la consommation. Alors, pour analyser les gains tirés du commerce international, nous allons considérer 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est l'hypothèse qui dit que les coûts d'opportunité sont constants. Par exemple, dans les cas que nous venons de voir ici, ces cas de cette fonction des possibilités de production qui est linéaire, le coût d'opportunité ou la pente de ces courbes est identique à tous les points.
Dans ce cas-là, on parle d'un coût d'opportunité constant. Lorsque nous avons une courbe qui n'est pas une ligne droite, en fait, à ce moment-là, on va parler de coût d'opportunité croissant. Si nous avons des coûts d'opportunité constants. Lorsque les échanges se font sous l'hypothèse des coûts d'opportunité constants, quels sont les avantages tirés par les participants, les pays participants au commerce international en termes de la production et en termes de la consommation? D'abord, parlons de la base même des échanges et la direction des échanges. En d'autres termes, vous parlez quel sera l'essence, la direction de la spécialisation. Alors, retenez d'abord que la pente ou les pentes de fonction des possibilités de production mesurent les coûts relatifs de la production d'un bien par rapport à l'autre. Ou en d'autres termes, ça mesure les coûts d'opportunité de la production d'un bien en termes de l'autre. Alors, en observant ces fonctions de possibilités de production, le coût relatif de la production d'une automobile additionnelle est égal à un demi-boisseau de blé pour les ISA, j'ai déjà expliqué ça, et il est de 2 boisseaux de blé pour le Canada. Alors, ainsi, il y a une différence de coûts. Rappelez-vous que dans le modèle, l'hypothèse des avantages comparatifs, la différence de coûts détermine en fait la spécialisation. Alors, cette différence de coûts en fait, fournit une opportunité mutuellement favorable de spécialisation et d'échange. Si les coûts n'étaient pas différents, on n'aurait pas tiré cette conclusion. Alors, selon les principes des avantages comparatifs, la différence des coûts donne une opportunité aux partenaires commerciaux de se spécialiser et de faire l'échange. Alors, dans ce cas bien précis, les États-Unis vont se spécialiser dans la production et l'exportation d'automobiles, alors que le Canada va se spécialiser dans la production et l'exportation du blé. D'où vient cette spécialisation? D'où vient cette division du travail, division internationale du travail? C'est la différence des coûts, la différence des coûts de production, des coûts d'opportunité dans la production. Ça définit en fait cette division internationale du travail. Alors, quels sont les gains qu'on tire en fait de cette spécialisation? Alors, nous allons ici voir introduire les termes d'échange entre les pays. Alors, je vous disais, on va voir la deuxième ligne dans chaque graphique. Cette ligne est appelée la ligne des possibilités d'échange. Et sur cette ligne-là, les termes d'échange où c'est 1 pour 1. Un boisseau de blé pour un véhicule. Pour les États-Unis ainsi que pour le Canada. Alors, dans ces cas-là, si les termes convenus pour l'échange international sont représentés par cette fonction de possibilités de production dont le taux marginal de transformation est égal à 1, alors dans ces cas-là, en ce qui concerne la production, ici, je pense que vous voyez comment je pointe, la fonction de possibilité de production pour les États-Unis produisent 40 boisseaux de blé et 40 véhicules automobiles en situation d'absence d'échange. S'il n'y a pas, il n'y a pas d'échange. Lorsque nous voulons faire les pays doivent faire l'échange, supposons que les États-Unis peuvent produire ou exporter 60 boisseaux de blé au Canada. Alors, à ce moment-là, les États-Unis vont se déplacer, il faut que je vous donne un autre, vont se déplacer du point A vers le point C. Du point A vers le point C, parce que maintenant, le pays est ouvert au commerce. Et le pays est prêt de produire, d'exporter 60 boisseaux de blé au Canada. Donc, on va ainsi produire 60 boisseaux et 60 véhicules. Ça, c'est au niveau de la production. Alors, qu'est-ce qu'on constate là? Quels sont les bénéfices en termes de production pour les États-Unis? Premièrement, on voit que en l'absence de l'échange international, les pays produisaient 40 pour les blés
Et maintenant, avec le commerce international, le pays peut produire 60. Donc, il y a un gain en termes de production qui est égal à 20 boisseaux de production, plutôt de blé. Et il en est de même pour les automobiles. En l'absence d'échange, les pays produisaient 40 automobiles. Mais avec l'échange, les pays produisent maintenant 60 automobiles. Et vous voyez qu'il y a un gain dans la production. La spécialisation, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est quoi? Lorsque les pays se spécialisent dans la production d'automobiles, la production des États-Unis, c'est au point B. Parce qu'il n'y a pas une spécialisation en termes de blé. La production sera au point B. Et pour le Canada, la production sera au point B', parce qu'ils se spécialisent dans la production du blé et non pas dans la production des autos. Donc, la production d'autos sera égale à 0. Donc si les pays produisent 120 boisseaux de blé et doivent exporter 60 pour le Canada, alors nous nous retrouvons ici et cela va correspondre à la production de 60 autos et à la production de 60 boisseaux de blé. Alors, il en est de même pour le Canada. Il en est de même pour le Canada. Le Canada va se déplacer va importer 60 boisseaux de blé. Donc, se déplacer du point B' ici vers le point C', au point où sa spécialisation totale était en fait en termes de blé. Donc, on va se déplacer des 160 du point B' au point C'. Alors, la spécialisation conduit en fait au gain suivant. Comme j'ai déjà expliqué, avant la spécialisation, c'était 40 automobiles et 40 boisseaux de blé pour les États-Unis. Et après la spécialisation complète, alors quand nous disons la spécialisation complète, cela veut dire qu'un pays se spécialise dans la production d'un bien et l'autre pays n'en produit pas. On va parler de la spécialisation complète. Alors, le Canada va produire 40 automobiles et 80 boisseaux de blé avant la spécialisation. Et après la spécialisation complète, les pays produisent 160 automobiles. Alors, dans ces cas-là, on peut regarder aux différents gains issus de la production. Donc, c'est la situation que nous essayons de retracer ici. Après la spécialisation, les États-Unis ne produisent rien du tout comme automobile, mais les gains issus de cette spécialisation est égal à 80. Et en termes de blé, ils ne produisent rien. Il y a une perte, en fait, une perte nette en termes de blé. Il en est de même pour le Canada, qui ne produit pas les autos, mais va produire 80 boisseaux de blé. Alors, dans l'économie mondiale, avant, il y avait 80 autos qui étaient produites avant l'échange et 120 boisseaux de blé qui étaient produits. Et après spécialisation, chaque pays s'est spécialisé dans la production d'un seul bien. Nous avons, au total, dans l'output du monde, nous avons 120 automobiles et 160 boisseaux de blé. Et au finish, les gains de production, c'est 40 pour chaque bien. Alors, c'est ce que j'expliquais, la production du monde, on gagne 40 sur chaque bien. Donc, les deux nations ont expérimenté ensemble un gain net de production de 40 automobiles et de 40 boisseaux de blé sous la spécialisation complète. Et j'ai dit, on parle de la spécialisation complète lorsque un pays se spécialise dans la production d'un bien et l'autre pays ne produit rien de ces biens-là. Alors, il faut remarquer que la spécialisation dans ce contexte résulte de la réallocation des ressources existantes dans chaque pays. Donc, il s'agit ici en fait des gains statiques de spécialisation. Donc, un pays peut utiliser l'offre courante de ses ressources de manière efficace et réaliser un niveau plus élevé d'output que s'il n'y a pas spécialisation. Et qui dit spécialisation voit aussi la commercialisation. Alors ça, c'est les tableaux, c'est le même que j'avais avant. Alors là, on a parlé de la spécialisation ou des gains de production, mais il y a aussi les gains de consommation. Parce que tout pays qui participe au commerce international, selon Adam Smith, selon Ricardo,
ces pays-là bénéficient des échanges internationaux en termes des productions, mais aussi en termes de la consommation. Donc, avec la spécialisation, il y a des gains de consommation. Alors, d'abord, il faut considérer que l'échange entre les deux pays résulte en fait en des gains de consommation pour tous les deux pays, pas un seul pays. Donc, il n'y a pas un pays qui va perdre, un peu comme dans la vision mercantiliste du commerce international. Parce que chaque pays consomme en dehors de sa frontière de possibilités de production. Le fait qu'un pays est capable de consommer au-delà de sa frontière de possibilités de production fait que chaque pays tire un gain en termes de consommation de cette spécialisation. Et l'ensemble des points de consommation pour un pays, donc après la spécialisation, est déterminé par les taux auxquels son produit d'exportation est échangé aux produits d'exportation d'autres pays. Et ce taux-là est appelé les termes d'échange. Les termes d'échange définissent en fait les prix relatifs auxquels deux biens sont échangés sur le marché. Alors, lorsque nous considérons les taux d'échange, les marchés domestiques, ce sera les taux auxquels les biens produits domestiquement vont être échangés. Et lorsque nous sommes sur les marchés internationaux, les termes d'échange représentent les prix relatifs auxquels les biens d'un pays sont échangés aux biens de notre pays. Donc, les biens d'exportation sont échangés aux biens d'importation. Alors, comme nous considérons l'hypothèse des coûts constants, c'est-à-dire coût d'opportunité constant, et nous avons une fonction de possibilité de production qui est linéaire, alors la pente de cette fonction-là représente les termes d'échange domestiques. Quand nous sommes au niveau à l'intérieur du pays, ça représente les termes d'échange domestiques. Donc, qui n'est rien d'autre que les prix relatifs auxquels deux biens s'échangent sur les marchés domestiques. Donc, alors, mais pour consommer un point au-delà de la fonction de possibilité de production domestique, il faut qu'un pays soit en mesure d'échanger son produit d'exportation, c'est-à-dire les produits pour lesquels il s'est spécialisé, doit être en mesure d'échanger ces produits-là, ces produits d'exportation, sur les marchés internationaux à des termes d'échange plus favorables que les termes d'échange domestiques. À cette condition-là, le pays peut consommer au-delà de sa frontière de possibilités de production. Alors, supposons pour le moment, comme je l'ai même déjà dit, que les termes d'échange qui sont convenus sur les marchés internationaux, c'est 1 pour 1. Un véhicule, une automobile pour un boisseau de blé et vice-versa. Alors, c'est-à-dire, à ce moment-là, la droite ici, la droite TT, hein, c'est trading line, pour les termes d'échange, cette droite ici représente la frontière de possibilités de production pour les pays, les premiers pays sur les marchés internationaux. Et pour les deuxièmes pays, nous avons également la droite TT donc, qui correspond à cela et ça définit les termes d'échange pour les pays. Donc, rappelez-vous, juste pour récapituler un tout petit peu, cette droite ici représente les coûts d'opportunité ou les taux marginaux de transformation domestique. Ça définit les termes d'échange domestiques. Mais cette autre droite ici représente les termes d'échange sur les marchés internationaux, où les termes d'échange est 1 pour 1. Voilà. Alors, nous voyons un peu la situation pour les États-Unis. La production après spécialisation, c'est 120. Nous sommes ici. Au point B, nous sommes là. C'est la production des États-Unis après spécialisation. Alors, comme j'avais déjà dit un peu avant, si ces pays-là décident d'exporter 60 automobiles vers le Canada, alors cette transaction va consister à faire quoi? À se déplacer de ce point B, donc le point de sa spécialisation complète, vers le point C. En fait, 60, c'est le juste milieu entre 0 et 120.
Donc, nous sommes ici et nous pouvons tirer la ligne vers la trace, la droite TT et obtenir les points sur lesquels les États-Unis vont produire. Donc, en échangeant 60 automobiles, en exportant 60 automobiles vers le Canada, donc on va glisser vers le haut sur cette droite ici, jusqu'au point C. Alors, à ce point ici, qu'est-ce qui se passe? À ce point, nous avons 60 automobiles qui sont échangés pour 60 boisseaux de blé. Donc, c'est déjà le commerce international, parce que le terme d'échange est 1 pour 1. Alors, comparativement à ce point A ici, j'avais déjà expliqué, on a des gains de consommation qui représentent 20 automobiles et 20 boisseaux de blé. Et le triangle BCD est très important. C'est un triangle qui définit les exportations sur l'axe vertical. Ça définit les importations sur l'axe horizontal, nous avons les exportations. Sur l'axe vertical, nous avons les importations. Comme il s'agit d'un triangle, sur l'hypoténuse ici, nous mesurons les termes d'échange. Donc, la pente de cette courbe TT, de la droite TT sur cette portion ici, ça mesure les termes d'échange. Et ça s'appelle les triangles commerciaux. Le triangle commercial des États-Unis, c'est dans cette figure, c'est BCD. Ça définit les triangles commerciaux. Alors, pour le Canada, c'est la même chose. Et le triangle commercial va correspondre au point P', C', D'. Parce que rappelez-vous, le Canada doit importer 60 automobiles. Donc, ça doit être 60 automobiles et il va exporter, ça fera en fait 60 boisseaux de blé. Alors, c'est la situation qui est définie ici. Alors, si nous comparons la situation au point A, nous comparons A' et B', donc nous tirons ces gains-là de consommation et nous avons également un triangle commercial pour le Canada qui a la même interprétation que ce que je viens d'expliquer pour les États-Unis. Alors, les gains de consommation peuvent être résumés dans ce tableau. Avant l'échange, les États-Unis consommaient 40 automobiles et 40 boisseaux de blé. Mais après l'échange, c'est 60 boisseaux de blé, 60 automobiles, un gain de 20-20. L'année de même pour le Canada. Et au niveau national, au niveau mondial plutôt, nous avons une consommation accrue de 120 automobiles et 160 boisseaux de blé au niveau national, au niveau mondial. Et parce que l'output mondial était en expansion en fait, et on consomme plus que ce qu'on aurait consommé en l'absence d'échanges internationaux. Donc, on se rend bien compte ici que la spécialisation, ici il s'agit de la spécialisation complète, la spécialisation et l'échange entre les pays sont bénéfiques à chaque pays qui participe aux échanges internationaux en termes de la consommation des deux biens ici dans les cas que nous avons. Alors, la question maintenant, c'est comment peut-on mesurer les termes d'échange? Pour mesurer les termes d'échange, on utilise deux concepts. Il s'agit d'abord de l'indice des prix à l'exportation et l'indice des prix à l'importation. Alors, pour calculer les termes d'échange, on divise l'indice des prix à l'exportation d'un pays par l'indice des prix à l'importation et on multiplie par 100. Donc, on exprime cela en pourcentage. Maintenant, il faut savoir, on parle généralement de l'amélioration des termes d'échange ou de la détérioration des termes d'échange. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça décrit quelle situation? Donc, on va dire que les termes d'échange d'un pays se sont améliorés lorsque les prix de ces exportations augmentent relativement à ces prix d'importation. À ce moment-là, on va dire que les termes d'échange se sont améliorés. Et bien sûr, là, on considère que l'indice des prix ou les prix à l'exportation augmentent alors que les prix à l'importation restent constants. Non, toutes choses restant égales par ailleurs.
Alors, dans ce moment-là, on va parler de l'amélioration des termes d'échange. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque les prix d'importation sont plus élevés que les prix d'exportation, toutes choses restant égales par ailleurs, on va parler de la détérioration des termes d'échange. Alors, lorsque les termes d'échange d'un pays s'améliorent, cela signifie que ces pays-là aura besoin d'une faible quantité de biens d'exportation pour obtenir une quantité donnée de biens d'importation. L'interprétation est très importante. Donc, le pays aura besoin, il faudra une faible quantité de biens d'exportation pour obtenir une quantité déterminée de biens d'importation. Alors, on peut illustrer ici le cas d'un pays dont l'indice des prix à l'exportation est de 112, alors que l'indice des prix à l'importation est de 165. Le calcul simple nous montre ici que le terme d'échange, c'est 180 divisé par 160, multiplié par 100, ça nous donne 110. Alors, ici, il y a toujours une période de base qui correspond à un terme d'échange qui est égal à 100. Alors, c'est à partir de cette base-là qu'on doit comparer ce que nous avons travaillé, la valeur que nous avons trouvée. Alors, comment interpréter les termes d'échange? Ça, c'est important. Alors, l'interprétation est la suivante. Sur la période considérée, c'est-à-dire la période qui considère l'étude, les termes d'échange se sont améliorés de 10,3%. Donc, pour trouver l'ampleur de l'amélioration des termes d'échange, vous prenez ce que vous avez trouvé moins 100, parce qu'il y a une période de base. Donc, 110,3 moins 100 correspond à la période de base, nous donne 10,3%. Et cela montre l'ampleur par laquelle les termes d'échange se sont améliorés. Mais si vous trouvez que c'est négatif, donc les termes d'échange se seront détériorés. Ainsi, dans ce cas ici, les pays doivent sacrifier 10,3% de moins des biens d'importation pour acquérir une quantité déterminée d'importation. On peut le dire autrement en disant que le pays obtiendra 10,3% de plus de biens d'importation. Donc, il faut savoir calculer les termes d'échange et savoir aussi interpréter. Et quand vous avez calculé, vous devez être en mesure de déterminer s'il y a une amélioration des termes d'échange qui correspond au fait que les prix à l'exportation ont augmenté relativement au prix à l'importation. Au cas contraire, on va parler de la détérioration des termes de l'échange. Alors, là, nous venons de voir comment les échanges peuvent se faire sous l'hypothèse des coûts d'opportunité constants. C'est dans le cas où nous avons une frontière de possibilités de production qui est linéaire, parce que la pente d'une droite est la même à tous les points. Alors, maintenant, lorsque nous considérons les coûts croissants, les coûts d'opportunité croissants, alors dans ces cas-là, on ne va plus considérer une droite, une fonction de possibilité de position qui soit linéaire, mais on va plus considérer une courbe qui est concave, comme vous voyez représenté ici. Alors dans ce cas ici, les coûts d'opportunité augmentent au fur et à mesure qu'on produit les biens en question. Donc, au fur et à mesure que les biens sont produits, les coûts de production aussi augmentent. Alors, dans ces cas-là, comme je dis, la fonction de possibilité de production est concave, comme indiqué ici contre. Alors, dans cette figure qui est à côté ici, donc, les coûts d'opportunité pour la production d'automobiles deviennent de plus en plus élevés en se déplaçant du point A vers le point B. Alors, comment est-ce qu'on le voit? Regardez, au point A, on a tracé la tangente à ce point A. Et on regarde à la pente de cette tangente ici, et on compare cela à la pente de la tangente tracée au point B. Donc, si vous regardez très bien, la pente au point A est moins prononcée que la pente au point B. C'est cette pente-là qui est sa valeur absolue, qui est les taux marginal de transformation ou les coûts d'opportunité de la production d'un bien par rapport à l'autre. Dans ce cas, la production des automobiles par rapport au blé. Alors,
Ici, donc, les taux marginal de transformation des blés en automobile augmentent avec la production. Lorsque nous sommes au point A, les pays ici produisent 40 automobiles. Mais lorsqu'on passe des A à B, on passe de 40 à 80 automobiles. Alors, ces passages-là, comme nous avons des coûts d'opportunité croissants ou des coûts croissants, cela montre en fait que les coûts de production d'une unité additionnelle d'automobile augmentent au fur et à mesure que la quantité produite augmente. Alors, en l'absence du commerce international, nous avons ici les deux graphiques. Je vais expliquer ici. Je prends les graphiques pour les États-Unis. La courbe, la fonction de possibilité de production est concave, c'est-à-dire sa concavité, comme on disait à l'école primaire, est tournée en dehors de l'origine, en fait. Alors, ici, la situation est la suivante. Les pays produisent 5 automobiles et 18 boisseaux de blé. Nous sommes au point A, 5 automobiles et 18 boisseaux de blé. Sur sa fonction de possibilité de production au point A. Alors, les coûts d'opportunité calculés ici, c'est une automobile pour 0,33 boisseaux de blé. Donc, ça, c'est la pente de cette droite ici. Nous sommes là. T indice US, ça veut dire seulement il s'agit de les calculs pour les États-Unis, les termes de change pour les États-Unis. Alors, pour le Canada, les pays produisent 6 boisseaux de blé et 17 automobiles. Et là, nous sommes au point A+, excusez-moi, A', nous sommes là. Et la pente pour les automobiles, le coût d'opportunité, c'est une automobile pour 3 boisseaux de blé. Sinon, la pente TC que nous avons ici, elle est là, la pente ici. Alors, ça, c'est les termes d'échange à l'interne, donc domestiquement parlant. Mais les pays doivent s'ouvrir au commerce. En s'ouvrant au commerce, comme on l'a dit dans le cas des coûts d'opportunité constants, il y a un terme d'échange convenu pour l'échange des biens. Ici, on garde la même hypothèse où nous avons une automobile pour un boisseau de blé. Une automobile pour un boisseau de blé. Maintenant, en termes de spécialisation, qu'est-ce qui va se passer? Nous remarquons bien que la pente pour les États-Unis, c'est 0,33. Et la pente pour le Canada, c'est 3. Donc, une automobile pour 3 mesures de blé. Alors, parce que nous voyons ici que la pente T indice US est plus plate que la tangente TC, alors les automobiles sont relativement moins chères pour les États-Unis que les blés. Et le blé est relativement moins cher au Canada. Par conséquent, plutôt, les États-Unis se spécialisent dans la fabrication d'auto et le Canada se spécialise dans la fabrication de blé. Alors, et selon la loi des avantages comparatifs, les États-Unis exporteront les automobiles et le Canada exporteront les blés. Alors, maintenant, en se spécialisant dans la fabrication d'auto, alors les États-Unis vont glisser du point A, ici, vers le point B, sur la même frontière de possibilités de production, mais qui correspond, la tangente maintenant correspond au terme d'échange international. Donc, nous avons la ligne d'échange, des possibilités d'échange, où le terme d'échange est 1 pour 1. Alors, les États-Unis vont se déplacer toujours sur leur frontière de possibilités de production, de A vers B. Alors, à ce moment-là, vous voyez déjà qu'ils vont produire 12 autos et 14 unités de blé. Donc, le coût relatif des automobiles en termes de blé, dont la valeur absolue de la pente, de la pente ici, est supérieure, ici, comme vous regardez ici. Donc, la valeur absolue de la pente au point B est supérieure à la valeur absolue de la pente au point A.
Par conséquent, vous voyez ici que, déjà en comparant le point A au point B, il y a une augmentation des coûts de production parce qu'on est parti d'une tangente ayant une pente moins prononcée qu'au point B. Et dans l'entretemps, nous définissons ici déjà donc la spécialisation ou la fabrication par les États-Unis. Alors, il en est de même pour le Canada. Le Canada va se spécialiser dans la fabrication des blés. Hein. Ici, ce n'est pas automobile, c'est blé. Et le Canada va glisser du point, toujours sur sa frontière de possibilités de production, vers les hauts, plutôt vers les hauts, bien sûr, à partir du point A vers le point, du point B' vers le point, plutôt, du point A' vers le point B'. Et ici, qu'est-ce qu'on constate ici? Les coûts relatifs des automobiles en termes de blé diminuent. Parce que nous partons ici de cette courbe qui trace les termes d'échange domestiques. En glissant de A' vers B', nous obtenons une droite qui a une pente inférieure par rapport à la droite de départ domestique. Et par conséquent, l'échange ici, la spécialisation, va conduire à une diminution des coûts de production de blé pour le Canada. Alors, ce processus de spécialisation va continuer entre les deux pays jusqu'à ce qu'on atteigne un point où les coûts de production, le coût relatif de production des automobiles est identique dans les deux pays. Et il en sera de même jusqu'au point où les coûts de production, le coût relatif de production du blé est identique dans les deux pays. Alors, à ce point-là, lorsque nous atteignons ces points-là, les exportations d'automobiles par les États-Unis seront exactement égales aux importations d'automobiles par le Canada. Et les exportations du blé par le Canada seront exactement égales aux importations du blé par les États-Unis. Alors, maintenant, si cette situation-là de convergence des termes d'échange domestiques est définie par la droite TT, la droite TT, c'est celle-ci, donc la droite qui décrit les termes d'échange au niveau international. Alors, les États-Unis produiront au point B, ici, là où il s'est déplacé de A à B. Donc, la production va se passer au point B et les Canada produiront au point B', se déplaçant du point A' vers B'. Alors, cette ligne devient donc la ligne de termes d'échange pour les deux pays. Et ces termes d'échange sont favorables à tous les deux pays, en ce point-là. Parce que ces points coïncident en fait les termes d'échange pour chaque pays. Alors, à ce point-là, les termes sont donc favorables pour les deux pays. Parce que si vous comparez la droite TT, elle est plus raide ici. Elle a une pente plus élevée, bien parlé, que ce soit plus clair. Elle a une pente plus élevée au point B qu'au point A. Elle est plus élevée ici au point B pour les États-Unis par rapport au point ici. Elle est plus, la pente, je vous l'ai dit, la pente ici pour les États-Unis est plus élevée que la pente pour le Canada. Donc, c'est favorable au Canada, plutôt aux États-Unis et aussi au Canada. Alors, les gains de production, les gains de production et de consommation sont clairs. C'est-à-dire, en ce qui concerne la production à partir de la spécialisation, avant la spécialisation, les États-Unis produisaient 5 autos et 18 boissons de blé. Après la spécialisation, les États-Unis produisent 12 automobiles et 14 boissons de blé. Alors, en termes de gains nets, nous avons 7 autos de gains nets, mais une perte de 4 autos parce que les 4 boissons de blé plutôt, parce qu'avant la spécialisation, les États-Unis pouvaient produire 18 et après la spécialisation, peuvent produire 14. Donc, le même raisonnement tient pour le Canada et au niveau mondial, il y a une production nette de 3 automobiles et de 3 boissons de blé pour l'ensemble
de l'économie mondiale. Et au niveau de la production également, il y a des gains que nous pouvons résumer pour les États-Unis comme 3 boisseaux de blé pour les États-Unis et 3 boisseaux de blé pour les Canada. Donc, au total, nous avons, alors si vous voulez trouver ces nombres, vous additionnez 7 moins 4, ça vous donne moins 3 ici, et moins 4, 7 moins 4, c'est 3, moins 4 plus 7, c'est 3 là-bas que vous pouvez voir. Alors, donc il y a un gain de production, mais il y a aussi les gains de consommation lorsqu'il y a échange sous des coûts d'opportunité croissants. Alors, voilà un peu ce que nous avons pour aujourd'hui. Ce que j'avais prévu pour cette séance d'aujourd'hui. Il faut donc résumer que l'échange international profite à tous les participants. Donc, nous ne sommes pas ce n'est pas le cas pour les mercantilistes et pour les économistes classiques, mais il est clair, il faut retenir une chose, que pour les mercantilistes, l'objectif c'était de protéger la position commerciale de chaque pays. Et pour le faire, les pays devaient avoir une balance commerciale favorable. Et pour avoir une balance commerciale favorable, les pays devraient imposer des restrictions aux importations afin de protéger les secteurs domestiques. Mais cette vision d'une économie statique faisait voir que un pays pouvait gagner et un autre pouvait perdre. Mais avec la vision de Adam Smith, la vision avec les principes d'avantages absolus, ainsi que David Ricardo avec les principes d'avantages comparatifs, tous les pays qui participent aux échanges bénéficient du commerce international. Et nous avons utilisé un outil très important qui est la fonction des possibilités de production pour illustrer la théorie moderne du commerce international. Donc voilà, et nous avons montré les gains des productions, les gains des consommations, et nous avons répondu à ces 3 questions que nous nous étions posées au départ, à savoir, je vais aller un peu plus vite, là, à savoir, quelle est la base du commerce international? La base du commerce international, c'est la différence dans les coûts de production. Et on a développé sur ça. Et quel est le terme auquel les biens sont échangés? Nous avons trouvé une mesure que nous avons appelée le taux marginal de transformation qui définit les coûts d'opportunité d'un bien par rapport à un autre. Et on peut parler des termes d'échange. On a parlé des termes d'échange aussi bien au niveau domestique qu'au niveau international. C'est à ce au terme d'échange défini domestiquement à partir de la fonction de possibilité de production ou la courbe TT dont on a parlé là-bas, sur le plan international, il y a des termes d'échange convenus pour les échanges entre les pays. C'est à ces taux-là que les biens s'échangent sur les pays. Alors, les gains obtenus à partir du commerce international, oui, il y a des gains sur le plan de la production et sur le plan de la consommation. Voilà donc les 3 questions qu'on avait. Nous avons trouvé les réponses à chacune d'elles. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je sais que vos micros ne sont pas... vos micros sont muets. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Allô? Oui, Miché Diakese. Allô? Miché, tu as levé la main. Est-ce que Miché veut parler ou quoi? Voilà. Donc, apparemment, Miché ne sort pas. Donc, nous allons terminer par ici. Il n'y a pas de questions, mais je vous dis, comme je vous ai promis, cette vidéo va être sur ma page, plutôt mon compte YouTube dans 1 heure ou dans 2 heures. Je vais poster ça. Donc, si vous êtes déjà abonné, donc vous allez recevoir une notification vous disant que la vidéo est disponible.
C'est de cette façon qu'on va procéder pour toutes les séances. Mais regardez dans... Je vais encore mettre ça dans le chat, là. J'avais mis les liens qui vous permettent de vous connecter ou de vous abonner à... Donc, je vais peut-être remettre ça encore. De vous abonner à ma chaîne. Comme ça, vous pouvez avoir accès à toutes les vidéos des séances et qui permettraient, en fait, vous pouvez prendre note, vous pouvez arrêter la vidéo et prendre note. Donc, tout est possible avec la vidéo en question. Alors, je vais voir un peu comment... Sorry. Donc, même sinon, on a fini pour aujourd'hui. Une discussion, je vais regarder la discussion. Alors, je vais vous mettre encore une fois de plus les liens dans le chat. Vous pouvez cliquer dessus, juste cliquer dessus, et ça va vous amener directement à la page pour vous abonner. Non, ça va vous donner la possibilité de vous abonner à ma page, à mon compte YouTube. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. Alors là, je vais... je ne sais pas, est-ce que tout ça est déjà? All right. Thank you. OK, bon, on arrête par ici. Donc, on se revoit prochainement, le lundi prochain. Non, mais vous pouvez avoir la chance de voir, de suivre la vidéo sur ma chaîne YouTube. Au revoir. OK, là, je ne peux pas vous envoyer le lien parce que je vois que... Bon, les chats, apparemment, ça ne fonctionne plus. Le chat ne passe plus là. Je crois qu'il faut peut-être qu'Andy puisse débloquer ça. Merci. Bon, pour celui qui demande les slides, quand vous avez la vidéo, vous avez tout. Vous n'avez pas besoin de slides imprimés. Donc là, je n'ai pas, je ne sais pas si vous avez, parce que je vois que je n'arrive pas à faire passer, à communiquer les liens là. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui me dit que ça fonctionne. Je crois peut-être qu'il est déjà passé par là. Mais si vous parcourez tous les chats, vous allez voir là où j'avais j'avais communiqué les liens. Voilà. Alors, tu peux communiquer les liens aux autres si tu as ça. All right. OK, je vais envoyer au CP. Alors, CP, je crois que j'ai les CP sur WhatsApp. Je vais lui envoyer ça. Mais, OK, ça va. Bon, au revoir à tous. On se voit prochainement. Bye.